Bien, Monsieur le Président, vous avez choisi les Vosges, vous avez choisi ce bassin d'emploi de Saint-Dié pour votre déplacement consacré au thème de la défense de l'emploi. L'emploi est la première préoccupation de nos concitoyens. Comment y accéder? La réponse est dans cette voie d'excellence et de réussite qu'est l'alternance. L'emploi, comment s'y maintenir? Bien sûr par la formation professionnelle continue et en cas de difficulté par un accompagnement personnalisé de qualité de sécurisation du parcours professionnel. Vous avez choisi, Monsieur le Président, un territoire bassin industriel en restructuration permanente depuis 1970, avec la disparition à cette époque d'un grand pan de l'industrie textile et le début d'une reconversion vers la mécanique, la plasturgie, en développant les industries du bois et du papier. Je vous remercie, Monsieur le Président, de ce choix qui nous honore. Alors que la France a gagné des habitants, la Lorraine en a perdu. Alors que la France a créé 1 million d'emplois, la Lorraine n'en a pas créé. Pourtant, ce territoire a bénéficié d'un accompagnement et d'un soutien permanent de l'État sous forme de différents plans. L'application de dispositifs spécifiques, par exemple les conventions de revitalisation, se sont avérées très utiles pour développer les entreprises du territoire et les créations d'entreprises. Mais aussi des expérimentations. Le contrat de transition professionnelle depuis 2006 avec Transitio CTP, et je salue ici son directeur général, cher Philippe Keïla, et le contrat d'accompagnement renforcé depuis 1 an pour accompagner et qualifier des personnes en fin de contrat à durée déterminée, en fin d'intérim ou en fin de chantier. Si la situation de l'emploi est difficile et la crise financière et économique que le monde traverse n'épargne pas la France, il y a dans ce territoire, autour du préfet, une volonté forte de tous les acteurs de relever le défi. Je citerai en particulier les services de l'État, les partenaires sociaux, l'AFPA, les chambres consulaires, les OPCA, les entreprises et les collectivités. Autour de cette table, vous avez l'illustration de cette détermination des acteurs différents qui, en travaillant en réseau et en utilisant cette boîte à outils contenant tous les dispositifs d'accompagnement et pas d'assistanat, permettent aux salariés licenciés économiques de reprendre confiance, de se requalifier, se reclasser ou se reconvertir pour trouver un emploi pérenne. Ainsi, Jean-Loup Orlandini, chef de projet Transitio CTP AFPA à Saint-Dié, permet à 65% des licenciés économiques qui lui sont confiés de retrouver un travail. Vous avez Christophe Thomas, secrétaire régional pour l'emploi à la CFDT, particulièrement impliqué dans tous les dispositifs d'accompagnement des salariés, en amont dans l'entreprise, dans le suivi du CTP, utilisant les diagnostics d'employabilité mis en place par la Directe Vosges. Il représente à cet instant, dans leur diversité, les organisations syndicales très réactives et très constructives. Je vous présente 2 personnes qui ont connu le licenciement économique et ont pu rebondir vers l'emploi. Sophie Demange, qui de graphiste est devenue, grâce au CTP, créatrice d'entreprise en décoration d'intérieur pour préparer à la vente de biens immobiliers. Et Fanny Zemar, licenciée économique d'une entreprise de fabrication et d'installation de cuisine, a obtenu un nouvel emploi en CDI dans le même secteur en bénéficiant d'une préparation opérationnelle à l'emploi. Ces 2 exemples montrent la réactivité des référents et des organismes de formation. Toute cette détermination des acteurs, ce travail collectif, passe aussi et d'abord par l'engagement des entreprises. Et Jean-François Baradel, paysagiste, 2e génération, va l'illustrer en montrant combien l'apprentissage et l'alternance sont une richesse partagée entre la personne en formation et l'entreprise. Et enfin, Julie Dubois vous présentera son parcours d'apprenti au CFA de la Chambre des métiers des Vosges et nous fera partager sa passion pour son métier, son ambition déjà récompensée par de nombreuses médailles et différents concours. Monsieur le Président, vous le constatez, dans un département où 1 salarié sur 3 travaille dans l'industrie, où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, 10,3, nous ne baissons pas les bras. Nous croyons à la possibilité de créer de l'emploi par la qualification des personnes et l'objectif que vous avez fixé lors de votre discours du 1er mars, à Bobigny, 800 000 à 1 million d'apprentis dans les prochaines années, est réalisable et doit être réalisé, nous mettant ainsi au niveau de l'Allemagne en termes de formation en alternance. Il s'agit bien de former pour créer de l'emploi qualifié. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous indiquer aujourd'hui autour de cette table votre vision, votre volonté concernant l'emploi, sa défense et son développement? Je vous remercie. Merci Gérard. Bon, clairement, on est engagé dans une bataille absolument titanesque dans le monde nouveau qui est le nôtre, un monde qui est fondé sur la compétition, pour que la France reste une terre de production, pour qu'on garde des usines, pour que l'emploi industriel ne meure pas, pour qu'on ne fasse pas l'erreur de tout investir dans les services qui sont très importants, mais l'industrie, ça compte. Et d'ailleurs, l'avenir de l'économie passe par l'avenir de notre industrie.
Clairement, les chiffres des 3 derniers mois en matière de demandeurs d'emploi ne sont pas bons. D'ailleurs, comment pourraient-ils l'être dans le contexte de la crise économique et financière mondiale? C'est une raison de plus pour moi d'appliquer sur ce dossier, comme sur tous les autres, la même méthode, la ténacité. Et vous, dans les Vosges, vous connaissez bien ce mot. On ne renonce pas. Alors je voudrais qu'on ait un constat lucide de la situation de l'emploi. Parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent, c'est une des maladies de notre société de la communication, moins ils ont de choses à dire, plus ils parlent. Alors je vise personne, c'est un constat. Où est-ce qu'on en est dans l'emploi? Je vous le dis, ni pour minimiser, ni pour optimiser. Je vous le dis, mes chers compatriotes, pour que vous connaissiez la réalité des choses, telle qu'on ne vous l'a dit pas. Sur les 6 premiers mois de cette année, malgré la crise, l'économie française a créé 120 000 emplois. L'INSEE, notre organisme de prévision, avait prévu 70 000. Les entreprises françaises ont créé, sur les 6 premiers mois de l'année, je parle sous le contrôle de M. Thomas, mais tout le monde a ces chiffres. Mais je ne dis pas, naturellement, pour celui qui est au chômage, le fait qu'on ait créé 120 000 emplois, ça ne lui donne pas un salaire. Mais il faut voir la situation lucidement. Ni avec des lunettes où tout va bien, ni avec des lunettes où tout va mal. 120 000 emplois ont été créés, c'est presque 50 000 de plus que ce qu'on imaginait. Mieux. Pour la première fois depuis des années, l'emploi industriel est de nouveau positif puisque, je parle sous le contrôle du ministre du Travail, il a créé 6 000 postes sur les 6 premiers mois de l'année. Oh, ce n'est pas grand-chose, 6 000 postes. Simplement, ça fait 20 ans que ça diminuait. Donc, 120 000 emplois de créés. Plus précisément encore, je regardais avant de venir, dans les Vosges, les recettes de la sécurité sociale, parce que ça ne ment pas. Vous pourriez dire, les emplois, c'est des statistiques. Non. Les recettes de sécurité, vous savez, quand une entreprise crée un emploi, l'employeur paie des charges qui vont à la sécurité sociale. Je regardais les chiffres, c'est intéressant, sur les 6 premiers mois de l'année, la masse salariale, c'est-à-dire le nombre de salariés qui ont un salaire, a augmenté de 3,4%. C'est près d'1 milliard d'euros de plus que ce qu'on attendait. On avait prévu une masse salariale qui augmentait de plus de 2, et on nous disait déjà, c'est optimiste, 3,4. Alors vous allez me dire, et on parle sans filet, il faut dire la vérité aux gens. Comment se fait-il que l'économie française a créé 120 000 emplois depuis le début de l'année? Nouveau, hein? La masse salariale augmente de 3,4%, donc il y a plus de gens qui payent des cotisations, et en même temps, sur les 3 derniers mois de l'année, les demandeurs d'emploi ont augmenté. La réponse est assez simple. C'est que nous avons ce qui est à la fois une très bonne nouvelle et une complexité de plus, une population active qui augmente cette année de 150 000 personnes. Est-ce que je me fais comprendre? L'Allemagne, la même année, va perdre 300 000 travailleurs parce que sa population vieillit et sa population active diminue. Donc, comprenez bien. Naturellement, si on crée 120 000 emplois et que la population active augmente de 150 000, ça fait 30 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi. Alors, pourquoi ai-je dit que c'était à la fois une bonne nouvelle et une complexité? C'est une bonne nouvelle parce que dans 30 ans, la France sera plus nombreuse que l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle parce que si on a plus de gens au travail,
c'est bien pour le financement de notre régime de retraite. Si on a plus de gens au travail, c'est qu'on est un pays en expansion. On n'est pas un pays qui meurt ou qui vieillit. Mais naturellement, avant de faire reculer d'un seul le nombre de chômeurs, il faut trouver 150 000 emplois pour les 150 000 nouveaux. On me dit souvent, mais regardez, en Allemagne, le chômage baisse. Mais tant mieux pour les Allemands. Mais quand vous avez 300 000 salariés en moins chaque année, le chômage va baisser, naturellement, mais pas forcément pour des bonnes raisons. J'en profite d'ailleurs pour le dire très simplement, et cher Gérard, je veux que les choses soient claires. J'ai soutenu le choix du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, de réduire le nombre de travailleurs étrangers que nous accueillons en France. Non pas pour des raisons idéologiques. Et je le dis dans ces Vosges qui a toujours été une terre d'ouverture. Mais je vous demande, mes chers compatriotes, de réfléchir avec bon sens. Quand on a 150 000 travailleurs de plus qui arrivent chaque année sur le monde du travail, est-ce qu'il faut en plus, et qu'on n'a pas assez d'emplois, aller chercher des travailleurs d'autres pays pour être sûr que ça soit encore plus difficile? Qu'un pays qui perd de la masse salariale, qui perd de la population active, offre des emplois à des travailleurs venant d'autres pays, très bien, il n'y a aucun problème. Mais mon devoir, c'est que nous équilibrions notre politique migratoire en fonction des possibilités de création d'emplois de l'économie française. Voilà. Donc, alors, je vais venir, bien sûr, sur les différents dispositifs, mais je voulais partager avec vous ce diagnostic pour dire qu'il y a une espérance. Il ne faut pas renoncer. L'économie crée des emplois, les entreprises créent des emplois, la masse salariale augmente, mais nous sommes face à une augmentation de notre population, ce qui est une bonne chose, parce que si la population active diminue, il n'y a personne pour payer vos retraites et pour payer notre modèle social. Je crois que c'était très important, non pas pour m'exonérer des mauvais chiffres de demandeurs d'emploi, mais pour faire de la pédagogie et que l'on comprenne comment on va faire pour sortir de la situation où ils se trouvent, ceux de nos compatriotes qui sont au chômage et qu'il faut ramener vers l'emploi. Alors là, il n'y a dans mon esprit qu'une seule solution, c'est la formation. Je vais même oser quelque chose dans les Vosges. Ce n'est pas grave de perdre son emploi. Ce qui est grave, c'est de ne pas en retrouver un autre. Ça peut arriver de perdre son emploi. Les entreprises ne sont pas immortelles, nous non plus. Ce qui est grave, c'est que celui qui perd son emploi, on le considère comme ne valant rien, n'ayant plus... Non. Il faut qu'on investisse massivement dans la formation. Au fond, les deux piliers de la politique que nous mettons en œuvre, c'est la formation des femmes et des hommes pour que ceux qui perdent un emploi puissent immédiatement retrouver un autre. Et le deuxième pilier, c'est la compétitivité de nos entreprises pour qu'ils puissent tenir dans la compétition mondiale. Voilà. Et c'est autour de ces deux piliers que je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais, cher Gérard, que je vais essayer d'organiser mes réponses avec l'aide de Xavier Bertrand et de Nadine Morano, bien sûr. Monsieur le Président, je vous remercie. Et je vous propose un premier thème, justement, qui est l'accompagnement des salariés licenciés économiques, la fusion des deux contrats, le contrat de transition professionnelle et la convention de placement personnalisé. Et je souhaiterais que les deux premiers intervenants, Jean-Loup Orlandini, donc chef de projet Transitio, qui occupe 22 personnes, dont 19 référents qui sont quotidiennement sur le terrain, et Christophe Thomas, qui est donc le secrétaire général adjoint de l'Union départementale, nous présentent leur vision en fait de cette action.
Monsieur le Président, messieurs, donc, concernant le témoignage que je souhaitais apporter donc, sur l'expérimentation qui a eu lieu dans le département des Vosges, je pense qu'un des points de force immédiats sur les résultats qu'on peut avoir sur le retour à l'emploi, c'est déjà de se recentrer sur l'individu. C'est bien l'individu qui a une motivation, c'est bien l'individu qui a un potentiel et des compétences. Et donc, je pense que le dispositif qu'on a pu expérimenter sur le département, le contrat de transition professionnelle et par ailleurs le CAR, le contrat d'accompagnement renforcé, ont été des dispositifs qui étaient au service des personnes, des individus et au service des entreprises sur un territoire donné. Et on a été un facilitateur, un dispositif qui a fait de la mise en lien entre la compétence qui était attendue dans les entreprises et celle qui était disponible ou en cours d'acquisition à travers le dispositif. Deuxième point qui me paraît important dans l'expérimentation et dans les résultats probants qu'on a pu avoir, c'est le pilotage sur le territoire, et notamment les services de l'État qui permettent de travailler avec un sens, avec un cap, avec des objectifs et en cohérence avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation. Donc je pense que ça, c'est un facteur de réussite obligatoire. En tout cas, on l'a constaté ici. Et ça a permis également de travailler sur l'articulation, l'échange, l'apprentissage interstructure, intermission, interexpertise pour pouvoir trouver la posture de complémentarité qui a fait qu'on a pu avoir des réponses globales, individualisées, autant pour les personnes que pour les entreprises. Et on a pu, de ce fait, contribuer à rendre le territoire attractif aussi par rapport aux compétences qui étaient disponibles et qui étaient en cours d'acquisition sur le pilier que vous évoquez, Monsieur le Président, la formation. La force du dispositif CTP et du CSP, c'est ça, c'est l'accès facilité à la formation, le rôle privilégié des OPCA qu'on a pu expérimenter sur la durée, la rapidité de l'expertise, de la sollicitation des financements et de la réponse pédagogique avec l'appui des OPCA, vrais partenaires au sens plein du terme et pas que financeurs. Et ensuite, le travail avec tous les partenaires sociaux qui nous ont permis de mieux comprendre sur ce territoire-là ce qu'était la réalité économique et les personnes, comment on a pu anticiper les ruptures qu'on a vues venir et préparer les personnes pour ce qui allait se passer derrière, avec notamment le rôle des partenaires sociaux. Et bon, je laisserai M. Thomas évoquer la collaboration qu'on a eue tout le long avec les services de l'État et lui-même. Et ensuite, comment on a pu, à travers le dispositif CAR, et c'est là où je viendrai sur ma question, Monsieur le Président, sur la population qui est en fin de CDD, en fin de mission intérim, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur le territoire de pouvoir avoir cette expérimentation. On a pu agir là sur une population légèrement différente, plus jeune, un peu plus qualifiée que par rapport aux populations licenciées pour motifs économiques, mais on a pu contribuer, je pense, à éviter l'exclusion en anticipant sur les compétences qui étaient nécessaires à avoir pour amener ces personnes en fin de CDD ou mission intérim vers de l'emploi durable. Donc plutôt que d'être toujours dans le curatif, agissons aussi sur le préventif et je pense que cette population-là, à mon avis, contribue à pouvoir le faire et contribue pour nous à développer des partenariats avec des entreprises sur la flexibilité concernant les besoins en ressources humaines et donc en compétences. Voilà. Donc ma question, Monsieur le Président, c'est par rapport au CSP qui va démarrer, contrat de sécurisation professionnelle et aux territoires qui seront concernés, est-ce qu'on envisage également d'adosser un dispositif ad hoc sur les populations fin de CDD, fin de mission d'intérim? Merci. Je passe la parole à Christophe Thomas. Monsieur le Président, donc comme l'a dit M. Rolandini, sur notre département, on a mis en place un dispositif. Alors grâce à l'AFPA, parce qu'ils sont porteurs de ce dispositif, et à l'Union territoriale 88, qui est une partie financeur, ça s'appelle le diagnostic d'employabilité, qui permet deux choses. Déjà, anticiper les restructurations, c'est-à-dire sur une population qui ont fait plus de 20 ans ou 30 ans d'entreprise sans avoir du tout de la formation, ça les permet de pouvoir se positionner et de pouvoir aller. On a un exemple concret, c'est une entreprise du textile, où on avait une pyramide des âges élevée, elle s'appelle chez Colère, où on est intervenu en plein plan social, où il y a 50 salariés licenciés et 50 salariés restants. Au départ de ce dispositif, quand on est venu présenter la formation, personne n'en voulait. Aujourd'hui, on a plus de 60% de l'entreprise qui est certifiée et qualifiée. Ce qui permet, par rapport à ce dispositif, de pouvoir aller sur, après, des positionnements beaucoup plus poussés. Parce que ça nous a permis de démystifier l'aspect formation. Parce que c'est ça aujourd'hui notre problème qu'on rencontre, c'est qu'on est sur une population qui n'ont pas entendu parler de formation tout au long de leur carrière. Mobilité, donc tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que sur les nouvelles générations que je vois derrière, c'est acté. Mais sur la population qui reste, non, c'est pas acté. Donc il faut qu'on continue à avoir des moyens, qu'ils soient humains ou financiers,
pour qu'on puisse aller dans les entreprises. Parce que les partenaires sociaux, aussi, nous, on a notre porte d'entrée sur tout ce qui est aspect formation. Donc, et ça a permis aussi une chose très importante par rapport au dispositif CTP, ça permet aussi aux salariés de commencer à se préparer. Parce qu'un salarié qui arrive au CTP, il faut qu'il fasse le deuil, il faut qu'il fasse des bilans de compétences. Ce diagnostic d'employabilité permet de pouvoir faire tout ça en amont, et quand ils arrivent au CTP ou au CRP avant, eh ben ils n'ont plus qu'à penser à une seule chose, leur positionnement, leur projet personnel. Et pour tous ces salariés-là, c'est déjà un grand bout de chemin de fait. Quand il leur reste vraiment toute l'année avec un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'était mon témoignage. Monsieur le Président, vous nous avez dit qu'il faut se dire la vérité tout à l'heure. Donc, ça, c'était le bon côté. Parce que les licenciements économiques, c'est une chose. Mais pour autant, les licenciements économiques, ça ne représente qu'environ 18% sur notre département. Donc aujourd'hui, nous avons le CRP, le CTP, voire maintenant le CSP. Pour nous, syndicalement, c'est la Rolls-Royce du pôle emploi et du licenciement. Par contre, les 25 000 chômeurs qu'on a sur notre département, eux, ils ont droit qu'à la 2 chevaux. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'accès à la formation. Ils sont lâchés à eux-mêmes, Monsieur le Président. Les salariés âgés. Aujourd'hui, on a un taux de salariés, de chômeurs âgés qui sont laissés à l'abandon. Je vous le dis, c'est peut-être des mots forts, mais à l'abandon. Donc il faut aujourd'hui mettre le paquet sur le pôle emploi pour soutenir toutes ces populations fragiles. Comme vous l'avez vous-même dit, moi je vais le dire peut-être autrement, former plutôt que de licencier dans les entreprises. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais quand on a arrivé à former avant, les dispositifs qu'on a mis en place avec vous sur le chômage partiel, former au lieu de chômer, remettons des moyens dessus, parce que le chômage partiel, il est encore là. Il est encore là aujourd'hui. Tout n'est pas fini. On n'est pas sorti de cette crise. Donc voilà ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour toutes ces populations qui, aujourd'hui, franchement, Monsieur le Président, ils galèrent. Merci, Monsieur Thomas. C'était bien français. Il existait 2 dispositifs dont Monsieur Thomas a parlé. Le contrat de transition professionnelle qui existait dans 32 bassins d'emploi, dont, si mon souvenir est exact, 7. Un ici, mais je parle sous le contrôle des élus, il y avait 7, je crois. Il y avait un contrat de transition professionnelle et dans le même temps, il y avait une convention de reclassement personnalisé. Bon. Pour reprendre l'expression de M. Thomas, le CTP, c'était la Rolls-Royce, et la convention de reclassement personnalisé, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ne vexons personne. Disons que c'était un peu moins bien. Voilà. Nous avons décidé, avec Xavier Bertrand, puisque le CTP marchait, en accord avec les syndicats, M. Thomas, car vous avez été unanimes, les organisations syndicales. On ne le dit pas assez. Et a créé un nouveau contrat qui est la fusion des deux. Pardon, je vous embête avec tous ces noms, mais c'est ce qu'on a appelé le contrat de sécurisation professionnelle. Donc, il n'y a plus de CTP, il n'y a plus de CRP, il y a un contrat de sécurisation professionnelle. Et je veux quand même dire ça aussi, parce que je ne vois que des articles disant il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Le contrat de sécurisation professionnelle qui est rentré en vigueur hier a été négocié par l'État et approuvé par la totalité des organisations syndicales. N'est-ce pas, M. Thomas? La totalité. Que prévoit le contrat de sécurisation professionnelle? Il prévoit 3 choses qui me semblent intéressantes. D'abord, pendant 12 mois, la personne qui est licenciée économique, dont parlait M. Orlandini, aura 100%, enfin 98% du salaire net. Donc la personne est licenciée économique, elle n'y est pour rien. Elle passe un contrat avec Pôle emploi, je fais simple, pas tout à fait, mais enfin, ça revient à ça, et là, pendant 1 an, 100% de son salaire net. En échange, on lui dit, vous avez l'obligation de vous former. Et on lui met à disposition, ce dont on
évoqué M. Orlandini comme M. Thomas, une formation personnalisée, hein, avec une sanction. Si on ne vient pas, si on ne suit pas la formation, on coupe l'indemnisation. Donc, c'est ce que M. Thomas évoquait, la Rolls-Royce, je ne sais pas si c'est une Rolls-Royce. En tout cas, pour tout licencié économique, c'est-à-dire tous ceux qui n'y sont pour rien, il y a ce contrat de sécurisation professionnelle qui rentre en vigueur, qui est en vigueur depuis hier. Je pense que ceux-là, on a une réponse pour eux. C'est en quelque sorte réglé. Monsieur Orlandini me dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer à expérimenter? Monsieur Orlandini, vous faites partie des équipes Transito, là, qui ont fait un excellent travail. Je veux vous rendre hommage tous, parce que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va poursuivre avec les équipes Transito tout au long de l'année 2012. L'expérimentation, non seulement on va l'autoriser, c'était d'ailleurs prévu dans la loi Cherpion, expressis verbis, mais on va l'encourager. Je vais prendre un exemple. Le travail de formation, plus tôt il commence, mieux ça se passe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on attendait la fin du préavis pour mettre les gens en formation. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Et savez-vous que quelqu'un qui est au chômage depuis plus d'1 an perd 50% de chances de trouver un emploi? Donc, le plus tôt on se met autour de la table pour lui trouver une formation adaptée, lui apprendre un nouveau métier, le plus tôt on a une réponse. Donc, oui, on va donner de la souplesse, Xavier, c'est bien ça, pour que vous puissiez faire des expérimentations. Alors, dernier point, Monsieur Thomas, et d'abord je le remercie avec les autres de participer à la table ronde, et puis quand on se dit la vérité, il faut se dire aussi les questions qui fâchent, et puis pas parler que de ce qui va bien. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont sans emploi, et notamment qui sont sans emploi depuis très longtemps? Parce que, comment voulez-vous, quand vous êtes éloigné du marché du travail depuis plus de 3 ans, comment voulez-vous trouver ce qu'on appelle un emploi marchand? C'est quasiment impossible. Il faut vous amener vers l'activité d'abord, avant de vous amener vers l'emploi. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais vers l'activité. J'ai veillé à ce que les crédits du ministère de l'Emploi, malgré le contexte, ne diminuent pas et continuent à progresser. Ils ont été sanctuarisés. Et avec le Premier ministre, nous venons de décider, M. Thomas, que d'ici à la fin de l'année, Xavier Bertrand aura à sa disposition 20 000 contrats aidés de plus. Alors, qu'est-ce que c'est que les contrats aidés? C'est vraiment pour la population dont qui galère, hein, dont parle M. Thomas. C'est pas eux, ils ne vont pas être... On ne peut pas les mettre dans une entreprise... Enfin, en règle générale, dans une entreprise marchande, comme l'on dit. Donc, on va leur réserver ces contrats aidés, notamment pour les plus de 50 ans. Bon, enfin, pour des raisons qui tiennent qu'un peu personnelles, je trouve qu'à plus de 50 ans, on est encore extrêmement jeune. Je ne comprends pas qu'on continue à dire les plus de 50 ans, on a vraiment l'impression... Alors là, bon, enfin, toute la journée, on voit des gens de 75 ans, de 80 ans, en pleine forme, et sur le marché du travail, on dit « vous avez plus de 50 ans, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ?» C'est une vision hallucinante de la pyramide d'âge. Un quinquagénaire, c'est un jeune. Voilà. Alors, et Nadine va disposer de 15 000 entrées en formation de plus. Ça, c'est pour les jeunes. Parce que les réponses, on ne va pas mettre quelqu'un qui depuis 3 ans sans emploi et qui a 55 ans ou 56 ans en alternance. On va mettre un jeune. Donc, la réponse, M. Thomas, aux 2 catégories qui galèrent, c'est les contrats aidés pour les ramener vers l'activité, puis vers l'emploi par l'intermédiaire de la formation. Et pour les jeunes, il faut absolument qu'on continue à développer, j'en dirai un mot tout à l'heure, la formation d'alternance, l'apprentissage, et la clé, elle est là. Les 2 tiers des jeunes Allemands sont en apprentissage, et 1 tiers des jeunes Français qui sont en apprentissage. N'allez pas chercher plus loin. Les différences d'emploi
ou de chômage des jeunes entre l'Allemagne et la France. Tout le monde veut faire des études théoriques, alors qu'on voit bien qu'avec les études pratiques, concrètes, les bacs pro, l'apprentissage et l'alternance, il y a 80% de chances de trouver un emploi. Donc il faut arrêter de raisonner comme on raisonnait il y a 30 ans, en regardant l'apprentissage et l'alternance. Bon, d'ailleurs, les formations en alternance et l'apprentissage, ça ne concerne pas simplement l'industrie, ça concerne aussi les services. En Allemagne, vous avez des apprentis dans les banques. Il n'y a que chez nous où on a cette réserve. Voilà, M. Thomas et M. Orlandini, les réponses les plus précises possibles que je voulais vous apporter sur la stratégie qu'on met en œuvre. Monsieur le Président, merci. Après ce témoignage d'acteurs, en fait, autour de Monsieur le Préfet, je tiens à le redire, d'acteurs pour préparer les gens, pour les amener à la formation, j'aimerais qu'on entende le témoignage de deux dames, Madame Sophie Demange, qui était graphiste, responsable d'atelier, qui a été licenciée et qui a adhéré au contrat de transition professionnelle. Aujourd'hui, elle a créé une entreprise et elle va nous apporter son témoignage. Et puis, deuxième témoignage, ce sera Madame Xemar, qui, elle, a un DESS marketing, qui a été licenciée économique également d'une entreprise de cuisine, qui a utilisé la préparation opérationnelle à l'emploi pour retrouver un emploi dans la même branche de la cuisine. Madame Demange. Donc bonjour, je suis Sophie Demange, j'ai 40 ans, j'habite Gérardmer. J'ai un diplôme de peintre en lettres acquis en 1987 à l'Institut spécial de peinture décorative de Reims. Après une expérience de 4 ans en tant que peintre en lettres dans l'entreprise familiale, la SARL PRS de Saint-Dié m'a recruté donc en tant que graphiste. Notre collaboration a duré 20 années. À la suite de ça, donc en décembre 2010, l'entreprise a fermé et l'ensemble des salariés ont été licenciés. Donc c'était une petite entreprise, mais bon, il n'y a pas de petite entreprise, c'est quand même 8 salariés de licenciés. L'entreprise étant donc sur Saint-Dié dans un bassin d'emploi sinistré, le liquidateur en charge du dossier nous a alors proposé le contrat de transition professionnelle. Ce contrat nous a tout de suite séduit par la multitude de solutions proposées, donc la remise à niveau technique et ou informatique, les techniques de recherche d'emploi, les divers stages et ateliers, les formations qualifiantes, la validation des acquis de l'expérience, et j'en oublie certainement. De plus, le plus du contrat, donc c'est le maintien à 80% du salaire brut pendant une année et un accompagnement individualisé soutenu pendant toute cette période. Pour ma part, je nourrissais depuis quelques années le désir de création de mon entreprise de homestaging. Donc c'est la valorisation des biens immobiliers afin qu'ils se vendent plus vite et mieux. Grâce au contrat de transition professionnelle, j'ai pu accéder à une formation qualifiante avec ma référente CTP, donc qui a été totalement partie prenante dans mon projet. Nous avons trouvé ensemble une formation adaptée. Celle-ci m'a confortée dans mon désir de création d'entreprise et j'ai pu concrétiser donc mon projet. Et mon entreprise a été créée au 1er juin de cette année. Monsieur le Président, une petite question. Nous parlons beaucoup de plans d'austérité. Le contrat de transition professionnelle a-t-il encore un avenir? Les moyens financiers resteront-ils à la hauteur des besoins? Augmenteront-ils ou subiront-ils des diminutions? Merci. Je pose le témoignage de Fanny Xemar, qui est notre parcours. Bonjour Monsieur le Président. Donc j'ai passé une licence en contrat de professionnalisation, donc par alternance, en 2008 et ça m'a permis donc de rester dans la même entreprise durant plusieurs années. Le ralentissement de la croissance française étant là, cette entreprise a malheureusement dû fermer. Donc fin 2010, j'ai été licenciée économique et j'ai pu bénéficier, je suis rentrée en fait dans le dispositif de CRP, donc convention de reclassement personnalisé. Donc pendant toute ma période... Oui, c'est les deux contrats dont je parlais. Enfin, c'est ça. Ces deux personnes, enfin, c'est intéressant parce qu'elles avaient les deux contrats précédents qui sont fondus depuis hier dans le contrat de sécurisation professionnelle. Mais pourquoi ces deux personnes avaient deux contrats différents? Je ne sais pas, c'est pas le bassin, c'est pas le... Non, simplement parce qu'il y avait un qui était moins cher que l'autre. D'accord. Voilà, je vous le dis, moi.
Voilà. Mais ce n'est pas la vérité, M. Thomas, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Madame Demange a eu Rolls plus, voilà. Et vous, Rolls moins. Voilà. Hein, c'est ça la vérité. Elle est là, c'est uniquement ça. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, mais pour répondre à votre première question, déjà, on l'a fusionné dans le contrat de sécurisation professionnelle qui a pris le meilleur du CTP et le meilleur de la convention qu'a connue Mme Zemar. Donc, le mois prochain, quand il y aura 2 personnes comme vous, ils auront le même contrat. Voilà. Rien que ça, c'est un progrès. Voilà. Pardon, excusez-moi, madame. Alors, pour en revenir à ce contrat, donc pendant toute ma période de chômage, j'ai été très accompagnée par mon référent Pôle emploi. En effet, j'avais un rendez-vous tous les 15 jours avec cette personne afin de parler donc, de mon avenir professionnel et les différentes offres d'emploi que j'avais. Après quelques démarches, je me suis rendue dans un magasin Arthur Bonnet où il recherchait effectivement un concepteur de cuisine. On m'a donc alors proposé une POE, donc une préparation opérationnelle à l'emploi. En fait, c'est une aide qui est destinée à combler l'écart entre mes compétences actuelles et les compétences recherchées pour le poste demandé. Donc, durant cette POE, j'ai bénéficié d'une formation payée par Pôle emploi pour justement développer mes capacités, là pour ma part, à l'utilisation de notre logiciel informatique. Et maintenant, je travaille en CDI dans cette entreprise. Donc pour ma part, cette aide à l'embauche est très intéressante, car d'une part, je travaillais, je n'étais plus chez moi. D'autre part, j'étais rémunérée par Pôle emploi pendant 2 mois et j'ai bénéficié d'une formation sur mon métier. Donc voici, Monsieur le Président, la question que j'aimerais vous poser par rapport à mon expérience. Donc comme je l'ai dit, j'ai été très suivie et accompagnée lors de mon processus de recherche d'emploi, mais je dirais que chaque personne est vraiment un cas particulier. Donc le besoin d'individualisation est très important. Moi, j'aimerais savoir comment il serait possible d'étendre ce dispositif à tous les demandeurs d'emploi et non seulement aux bénéficiaires maintenant de la CSP et surtout quel rôle aura Pôle emploi par rapport à cela. Merci. C'est moi qui vous remercie toutes les deux. Bon. Madame Demange, j'ai répondu sur le contrat de sécurisation professionnelle. Non seulement on ne va pas diminuer les crédits, on va les augmenter. D'ailleurs, la fusion par le haut en témoigne. Permettez-moi de dire un mot sur une question de vocabulaire, mais derrière, comme je l'entends souvent dire, il faut qu'on soit au clair. Le mot austérité. La France a pris des engagements pour réduire son déficit, elle les tiendra, et j'en suis le garant. Mais, mes chers compatriotes, ça fait 35 ans qu'on présente un déficit, un budget en déficit. Donc que l'on dépense plus que ce qu'on en gagne. Et ça fait 35 ans que j'entends parler d'austérité. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est raisonnable de penser et de dire, Madame Demange, je dis pour rien, c'est ce qui se dit partout, qu'on est en austérité, alors que ça fait 35 ans qu'on a des budgets en déficit? À la fin de cette année, le déficit sera de 5,7 points du PIB. Et l'année prochaine, nous avons pris un engagement pour qu'il soit de 4,6% de PIB. Est-ce que c'est raisonnable de parler d'une société en austérité? Même pendant la crise, les prestations sociales, les retraites ont été indexées. Et même si personne ne le croit, les statistiques sont formelles, le pouvoir d'achat a progressé. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que la vie n'est pas dure, elle est dure. Et tout le monde le sait bien. Mais regardez ce qui se passe dans les autres pays qui n'ont pas fait l'effort de réforme que nous avons fait. Ils ont baissé les salaires, ils ont baissé les retraites. Ça, c'est de l'austérité. Y compris aux collectivités locales, quand je leur ai dit, quand même, pensez qu'en 2009, à la suite de 2008, en 2008, les recettes fiscales de la France, en quelques mois, ont diminué de 25%. De 25%. 25%.
les transferts entre l'État et les collectivités territoriales chaque année, c'est 98 milliards d'euros. J'aurais pu dire, puisque les recettes de l'État ont baissé de 25%, est-ce que les transferts de l'État ne vont pas baisser de 25%? Ça vous aurait mis dans une situation impossible. Et la seule chose que nous avons faite, c'est de dire, on va pour 3 ans geler les dotations aux collectivités locales. Mais l'État, lui, il avait perdu 25%. Donc, là encore, je le dis à Madame Demange, il y a un problème de vocabulaire et de réflexion. Je n'ai pas été élu pour que la France soit dans la situation de la Grèce, du Portugal, et même des États-Unis, dont vous avez vu les événements l'été dernier. C'est vos économies, c'est votre épargne, c'est votre niveau de vie qui sera impacté. On m'a beaucoup reproché le fait que j'avais dit pendant ma campagne, et j'ai tenu après, qu'on ne remplacerait pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, le 1 sur 2. Mais la France avait créé 1 million de postes de fonctionnaires de plus depuis 1990. Et est-ce que vous croyez qu'on peut continuer? Et qui paye? C'est vous. Et les Vosges ont été martyrisés par les délocalisations. Pourquoi y a-t-il des délocalisations? Parce que les charges qui pèsent sur l'emploi sont trop importantes. Si on continue à additionner les dépenses, qu'est-ce qui va se passer? Alors naturellement, tout le monde se mobilise ici pour sauver une classe, ici pour sauver une trésorerie. Je comprends. Mais enfin, depuis le début des années 90, il y a 450 000 élèves en moins et il y a 45 000 enseignants en plus. Est-ce qu'on peut là aussi dire qu'il n'y a pas eu un effort qui a été fait? Bien sûr que tout le monde veut garder l'hôpital qui est à côté de chez lui, mais en même temps, l'argent qu'on a de disponible, c'est pour acheter des scanners, des IRM, payer des traitements qui sont plus chers. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que l'argent public soit bien investi. Alors, si j'écoute ce qu'on me conseille, je ne fais pas la réforme des retraites. On continue aux 35 heures, voire pire. Après tout, on peut se demander même pourquoi travailler 35 heures, pendant qu'on y est. Le monde entier travaille davantage et mieux. Et nous, on va continuer à travailler moins. On continue à embaucher des fonctionnaires. On continue à dépenser comme si on avait. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous, les salariés français et les ouvriers français, qui seront les premiers impactés. Voilà. Voilà pourquoi je me refuse à employer le mot rigueur, parce que la rigueur, c'est la diminution des salaires et la diminution des pensions de retraite, que nous n'avons pas fait. Et je parle d'une gestion rigoureuse et responsable. Celle qu'a engagée le Premier ministre, et il a raison. Et pareil pour la règle d'or, ce n'est pas pour faire mal aux Français. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? C'est est-ce que ceux qui ont provisoirement en charge la direction de la France ne peuvent pas s'engager à ce que chaque année, les budgets qu'ils proposent aillent vers l'équilibre? Mais quelle famille peut aller vers le déséquilibre en permanence? Ah, on me dit, mon Dieu, c'est un piège politique. Ah bon? Mais que les socialistes espagnols et la droite espagnole se mettent d'accord sur une règle d'or, c'est de ma faute? Non. C'est que les socialistes espagnols et la droite espagnole aiment davantage leur pays que leur parti. Eh bien, moi, je souhaite pour la France que les responsables politiques aiment davantage leur pays que leur parti, aiment davantage l'intérêt général que leur situation personnelle. Et ça changerait beaucoup dans notre pays. Mais, Madame Demange, l'Allemagne a fait le choix de la règle d'or il y a 10 ans. Et savez-vous qui l'a proposé? Les socialistes allemands. Ça fait rêver. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. C'est une question très simple, Madame Demange. Si notre pays ne réduit pas ses déficits et son endettement, il n'y aura plus les moyens de payer la protection sociale des Français.
Est-ce que vous croyez que ça m'a amusé de vous proposer, dans la réforme des retraites, de travailler 2 ans de plus sans avoir une augmentation de vos pensions? Mais si je ne l'avais pas fait, Madame Demange, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Et à l'époque, ceux qui promettaient de revenir à la retraite à 60 ans, ils ont déjà oublié leurs promesses. C'était il y a 6 mois. Il y a une accélération de l'histoire. Mais en 1983, lorsqu'on a dit aux Français la retraite était à 65 ans, on l'a mis à 60 ans, tout le monde savait que c'était un choix impossible. Tout le monde savait que c'était une erreur. Et on l'a fait. Quand on a mis la France aux 35 heures, il n'y a pas un pays au monde qui a fait ce choix. Comprenez-moi bien, qu'on parle de la qualité de vie au travail, du stress au travail, de la protection des accidents professionnels au travail, je le comprends. Qu'on parle des salaires, du pouvoir d'achat, je le comprends bien sûr. Mais qu'on aille promettre aux gens que la France puisse, par une décision administrative, être le seul pays au monde à réduire la durée de départ l'âge de départ à la retraite et à réduire et à faire les 35 heures, qui peut le comprendre? Et qui l'a payé? Les ouvriers, les salariés. Voilà comment ça s'est passé. Eh bien, moi, j'ai un devoir de vérité. Voilà. Donc, pardon à Madame Demange, j'ai parlé très librement, parce qu'il y a un moment donné, moi, je suis très confiant, parce que je sais que les Français sont lucides et qui ne se laissent pas abuser par ça. D'ailleurs, regardez, pour les retraites, il y a eu 9 manifestations nationales. On nous en parlait, on tympanisait là-dessus. La loi a été votée. C'est comme si c'était sorti de l'actualité. Est-ce que vous entendez quelqu'un en parler? Et ceux qui avaient promis aux syndicats, M. Thomas, de revenir à la retraite à 60 ans, c'est amusant, je n'entends plus leurs promesses. On n'entend même plus un son qui sort. Est-ce qu'ils ont renoncé déjà? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a 15 millions de gens qui bénéficient de leur retraite, Madame Demange. Il ne faut pas s'amuser avec ça. De gens qui ont travaillé et cotisé toute leur vie et qui veulent que leur retraite soit payée. Voilà. Alors, sur ce qu'on appelle le POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Qu'est-ce que c'est que ce volapuc-là dont a profité Madame Xémar? C'est une affaire assez simple sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec les syndicats il y a très exactement 6 mois. L'idée est une entreprise, en général d'ailleurs petite, identifie un emploi à durée indéterminée ou un CDD d'au moins 12 mois et cherche dans le bassin d'emploi quelqu'un qui corresponde à cette offre d'emploi. Et Pôle emploi répond, il n'y a personne. Bon, alors à ce moment-là, l'offre d'emploi reste libre. Il y a 1,5 million d'offres d'emploi non satisfaites pour 2 750 000 chômeurs qui n'ont pas d'emploi. Avec le POE, la préparation opérationnelle à l'emploi, on s'est dit, on va tenter une opération. On va prendre un demandeur d'emploi qui n'a pas la compétence pour l'emploi et on va le préparer, Madame Xémar, comme vous l'avez vécu. Ça peut aller jusqu'à 400 heures de formation pour que, pendant que cette personne est au chômage, elle fasse tranquillement sa formation et elle arrive dans son entreprise avec Pôle emploi qui a l'offre d'emploi et on dit, eh bien voilà, on n'avait pas la personne prête, eh bien on l'a préparée. Vous voyez, plutôt que dire, ah ben on n'a pas, eh ben tant pis, c'est la faute, t'as pas de chance. Eh bien tout le temps, Madame Xémar, on l'a trouvée et on l'a formée. Alors, en 6 mois, on a 4000 personnes qui se sont engagées dans un plan de préparation opérationnelle à l'emploi. Notre objectif, c'est que vous soyez 10 000 d'ici la fin de l'année, madame. 10 000. Donc non seulement on ne va pas diminuer, mais on le double. J'y crois beaucoup. Et au fond, notre idée, c'est que tout l'argent qu'on met dans la défense, on va le mettre dans l'offensive. Jusqu'à présent,
tout est organisé autour d'un système pour que la précarité soit la moins pénible possible. Mais ça, c'est de la défense. Nous, on veut que vous ne rentriez pas dans la précarité. La question n'est pas de vous accompagner dans la précarité. Naturellement qu'il vaut mieux accompagner les gens que les laisser tomber, c'est évident. Mais notre idée, c'est, allez, on va s'en sortir, on va vous former, on va vous accompagner. Bon, il faut se lever le matin, il faut se donner du mal, parce que j'imagine que l'informatique que vous avez dû intégrer, ça n'a pas dû être évident au début. Oui, je vois un sourire du... Bon, ben on est dans le même genre alors. Hein, bon, parce que, vous savez, c'est très courageux ce qu'a fait Munzila. Parce que le mot formation, c'est facile. Mais se remettre à apprendre des choses, c'est très difficile. Parce que d'abord, il faut acquérir de la confiance en soi. Et quand on perd son emploi, déjà, on n'a plus de confiance en soi. Et on se demande, est-ce qu'on va être capable? Et quand on a un petit bout de confiance en soi, on s'y met, et là, on découvre un monde, mais alors, totalement nouveau. C'est difficile. Faut pas croire que c'est... Et je vous admire, hein, Mme Zemar, Demange, c'est pas des choix faciles, parce que nous tous, bon, décliner son métier, celui qu'on sait faire depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon, il y a des contraintes, mais c'est pas la même chose que d'apprendre autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment, là aussi, on va essayer de prendre de l'argent de la défense et de l'indemnisation pour le mettre sur l'offensive et la formation. Voilà. Et plus ça va aller, plus on va essayer de pousser dans ce sens-là. Monsieur le Président, dans votre propos liminaire, vous avez indiqué immédiatement que l'une des armes pour aller vers l'emploi, pour conserver son emploi, c'est la formation. Vous venez encore de le répéter. Et je voudrais effectivement que nous ayons à cet instant deux témoignages. Le premier est celui de M. Baradel. M. Baradel est paysagiste, Jean-François Baradel, paysagiste de la deuxième génération. De la troisième génération est en train d'arriver. Et son entreprise est un exemple de recrutement par la voie de l'alternance et de formation par la voie de l'alternance. Et puis, mademoiselle Julie Dubois, qui elle, était apprentie du CFA du pôle des métiers, qui a obtenu son brevet professionnel de coiffure, qui a gagné de nombreux concours au niveau national et international, les Olympiades des métiers en particulier. Et elle souhaite poursuivre vers un brevet de maîtrise. Et puis, couronnement, je crois, et j'espère, attendu, c'est bien celui de meilleur ouvrier de France. Jean-François. Monsieur le Président, l'activité de notre entreprise se partage à part égale en trois secteurs: collectivités publiques, bailleurs sociaux et bailleurs sociaux, commerce et entreprises, particuliers, associations. Il faut pour cela être assez polyvalent. Et notre développement a nécessité de l'investissement en matériel spécifique, l'agrandissement de bureaux et de locaux et la création d'un bureau d'études, ainsi que l'embauche de personnel qualifié et polyvalent, d'une part pour assurer le développement de l'entreprise et d'autre part pour remplacer les départs en retraite des salariés. Pour cela, l'embauche d'apprentis formés en alternance apparaît comme la solution idéale. La plupart de ces apprentis ont suivi un parcours de 2 voire 3 formations. CAPA, c'est-à-dire un CAP agricole option espace vert, plus un BEPA, brevet professionnel agricole, plus un bac pro, ou bien un BEPA, un bac pro et un BTS, ce qui nécessite un investissement des jeunes, mais qui sont très très motivés. Sur un effectif total de 17 personnes à l'entreprise, 4 sont des anciens apprentis de l'entreprise, réembauchés, 3 sont sous contrat actuellement, contrat d'apprentissage, 2 bac pro, 1 BTS, 4 sont des anciens apprentis formés dans d'autres entreprises, et 1 nouvellement embauché vient d'un contrat CTP. La transmission de l'entreprise est en cours. Mon fils aîné, Régis Baradel, ici présent, a rejoint l'entreprise en 2004 en tant que cadre par contrat ardent, qui avait été à l'époque initié par M. Cherpion. Il représente ainsi la 3e génération. En prévision de cette reprise, l'embauche d'un conducteur de travaux s'avérait indispensable. En 2010, Pôle emploi et Transitio CTP de Saint-Dié-des-Vosges nous ont aidés efficacement dans la sélection des candidats. Nous avons mis en œuvre un CTP avec M. Mathieu Jacot, demandeur d'emploi issu de la profession par l'apprentissage. Nous l'avons embauché en CDI
en tant que technicien conducteur de travaux, chargé de la planification des chantiers. Il se charge de l'approvisionnement, du suivi technique et des relations avec la clientèle. Ce salarié bénéficie aujourd'hui de la formation professionnelle continue sur mesure. 5 sessions de 2 jours à Paris sur une période de 9 mois, par le biais du groupement professionnel national de paysagistes Alliance Paysage, qui fédère de nombreuses entreprises et dont je suis membre fondateur. En conclusion, c'est par la voie de l'apprentissage et de la formation continue que les entreprises peuvent se pérenniser et évoluer dans un contexte économique fragile, notamment dans cette partie de la Lorraine. Je peux observer que les jeunes intégrés tôt en alternance dans l'entreprise développent des motivations et un savoir-faire qui leur facilitent l'accès à l'emploi. Monsieur le Président, je me permets de vous signaler 2 difficultés qui concernent la formation des apprentis par alternance. En premier, l'abandon du BEPA, lié au bac pro en 3 ans, ce qui élimine des jeunes motivés mais en difficulté d'apprentissage théorique. En second, la complexité du montage des dossiers administratifs, même si la profession est très bien structurée et accompagnée par le centre de formation vosgien de Roville-aux-Chênes dont nous dépendons. Alors, je tiens à honorer également le fondateur de l'entreprise, mon père, Albert Baradel, qui l'a créé en 1966, ici présent. Et si j'ai pu développer cette entreprise au niveau local et régional, c'est par le soutien de mon épouse, de mes enfants et la motivation de mes collaborateurs. Je vous remercie. Si je comprends bien, on a toute la famille Baradel. Je la salue. Madame Dubois. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, je suis Julie Dubois, j'ai 23 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai choisi la voie de l'apprentissage, en commençant par un CAP en esthétique, une formation qui convenait mieux à mon envie d'entreprendre qu'une seconde générale. J'ai ensuite complété par un CAP coiffure, que j'ai passé en 9 mois, donc en formation accélérée. Et c'était pour combiner 2 métiers qui me passionnent, la coiffure qui est de famille, on est coiffeuse de mère en fille, et l'esthétique qui est assez complémentaire. J'ai poursuivi ma formation par un BP esthétique. Donc, c'est durant ces 2 années que j'ai commencé à faire des concours, les Olympiades des métiers, que je pense vous connaissez. Donc, j'ai obtenu la médaille d'or au niveau régional, la médaille d'or au niveau national à Lille, et j'ai eu l'honneur et la chance de représenter mon pays, mon métier, au niveau international au Canada, en 2009. Et j'ai obtenu la médaille d'or d'excellence et la 6e place. Donc, voilà. Ensuite, merci. Je suis une vraie passionnée par mon métier. Nous avions 2 points en commun au niveau international, c'est qu'on avait toutes moins de 23 ans et la passion du métier. Donc je pense que les Olympiades des métiers sont déjà pas assez connues et pourtant j'ai gagné 10 ans au niveau professionnellement et personnellement j'ai gagné 10 ans aussi dans ma tête. Au mois de juin de cette année, j'ai aussi obtenu mon BP coiffure, et en plus de mon BP esthétique, toujours dans le cadre de l'apprentissage au CFA Pôle des métiers d'Épinal. Et je suis sortie de major de ma région. Je compte prochainement m'inscrire au concours des meilleurs ouvriers de France en esthétique. Et je poursuis mes études avec mon brevet de maîtrise en esthétique toujours. Plus tard, j'aimerais fonder mon entreprise avec un concept innovant qui pourrait engendrer des emplois et la formation de jeunes, d'où ma question aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, lorsqu'un jeune a toutes les compétences requises, le dynamisme, un apport financier de base, les banques sont frileuses? Est-ce que c'est le contexte économique actuel d'aujourd'hui qui fait que les banques sont aussi frileuses? Et je tiens à rajouter une chose, c'est que l'apprentissage est une vraie formation, c'est une voie de formation aussi valorisante pour les jeunes que l'enseignement supérieur. Voilà. Je vais répondre sur le contrat d'apprentissage de la souplesse. Madame Dubois, ça fait plaisir de vous rencontrer. Quand on est fatigué le matin, là, on dit tiens, je vais rencontrer Julie Dubois, et puis on part. Enfin, félicitations pour toutes vos. Bon. Nadine et Xavier, bien sûr, plus compétents que je ne suis, diront ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Moi, en tant que chef de l'État, je voudrais dire 2-3 choses.
La première, c'est qu'on ne peut plus se contenter de dire que l'alternance, c'est mieux et de s'arrêter au discours. Je me souviens, c'était en 1973, les campagnes d'affichage d'un secrétaire d'État qui s'appelait à l'époque Paul Dijoux, qui était venu quelque temps, je crois, dans la région, et qui disait et qui vantait l'apprentissage. Et si je regarde les chiffres, il y a 600 000 jeunes chaque année formés en alternance. Je le disais tout à l'heure, un tiers par rapport aux 2 tiers de l'Allemagne. Il faut passer la surmultiplier. C'est ce que font Xavier et Nadine. L'objectif, c'est d'être à 800 000 en 2015 et qu'on soit facilement ensuite au million. Alors pour ça, comment on fait? D'abord, nous avons décidé que chaque entreprise qui embauche un apprenti ne paye pas de charges sociales pendant les 12 premiers mois. C'est simple, c'est clair, et M. Baradel, quand même, ça donne un coup de main. Par ailleurs, Xavier et Nadine ont mis en place un système intelligent de bonus-malus pour les entreprises qui n'ont pas assez d'apprentis ou qui en ont plus. Parce qu'on avait un système pervers où les entreprises payaient une amende en quelque sorte si elles n'avaient pas assez d'apprentis, mais au fond, cette amende était si dérisoire que ça n'avait aucune importance. Là, on a mis en place un système, une entreprise qui dépasse l'objectif d'apprenti de 4% a une prime de 400 €, c'est ça, par an et par apprenti. C'est ça, hein? Bon. Donc, on veut encourager un cercle vertueux parce que c'est la clé. Le bac pro, c'était très compliqué. Il y avait un système de double enregistrement de tous les contrats d'apprentissage. On a essayé de beaucoup simplifier. Nadine et Xavier vont vous répondre là-dessus. 2 dernières remarques. La première, Pôle emploi. Moi, je veux rendre hommage aux salariés de Pôle emploi. Parce que c'est facile de les critiquer. D'ailleurs, on est un pays où on adore critiquer. Mais je voudrais dire quand même une chose dans la crise que nous avons connue. Et nous ne sommes pas sortis, mais que nous avons connue très violemment, 2008-2010. Il n'y a pas eu 1 mois de retard dans les indemnisations des chômeurs. En 1993, la presse était remplie, quand il y a eu la grande crise, de scandales de chômeurs qui ne touchaient pas leur indemnisation. J'ajoute que nous avons fusionné l'ANPE et les ACDIC, et qu'il a fallu pour Pôle emploi à la fois changer de métier et faire face à la crise. Et moi, de mon point de vue, ils ont bien travaillé. Alors, Madame Dieu, vous avez compris, il y avait un salarié de Pôle emploi que je remercie, c'est le président. Bon, alors, qui en plus pas salarié de Pôle emploi, mais peu importe. Julie Dubois me pose la question sur les banques. Ça serait facile pour moi de crier haro sur le baudet, mais ça ne ferait pas avancer les choses. La vérité, c'est qu'il faut qu'on essaye, à force de conviction, de prise de parole, de pédagogie, de réconcilier la France avec le succès. Celles et ceux d'entre vous qui sont propriétaires de leur maison, de leur appartement, de leur entreprise, vous ne l'avez pas volé. Et au lieu de vous montrer du doigt, on ferait mieux de vous considérer et de s'inspirer de ce que vous avez fait. Et c'est un changement d'état d'esprit complet qui était basé sur l'ancienneté des luttes politiques dans notre pays, où on a pendant des décennies expliqué qu'il fallait opposer les gens entre eux. Mais dans une entreprise,
absurde d'opposer le chef d'entreprise, le propriétaire d'entreprise et les salariés, parce que les deux ont le même intérêt à la réussite de l'entreprise. Parce que la faillite de l'entreprise, c'est la perte de l'emploi pour le salarié. Et cette vision d'une société de classe où il fallait que les salariés détestent les entrepreneurs et que les entrepreneurs exploitent les salariés, c'est une absurdité qui ne fait que des perdants. Naturellement qu'il y a des gens qui ne sont pas généreux. Naturellement, il y a des gens qui ne sont pas respectueux. Mais ce n'est pas une affaire de classe sociale. C'est une affaire de personnalité, d'individualité, de valeur. Moi, je connais quantité de chefs d'entreprise qui vivent pour leur entreprise et pour qui c'est un drame qu'il y ait un emploi qui soit supprimé. Et ça se décline dans l'attitude des banques. Mais dans tous les domaines, quand un sportif gagne, on se demande immédiatement, est-ce qu'il n'est pas dopé? Quand une entreprise gagne des parts des marchés, est-ce que ça n'a pas été truqué? Au lieu d'admirer la réussite, de considérer le succès, on apprend progressivement à le détester et à l'envier. Ce sont des erreurs. On ne construit pas une société équilibrée sur des valeurs négatives. On la construit sur des valeurs positives. Le travail, qui est une libération et non pas une aliénation. Qu'est-ce que c'est que cette idée de dire que le travail est l'ennemi? C'est par le travail qu'on construit sa famille, sa vie, qu'on s'élève dans la société et qu'on réalise son destin. C'est pas par le chômage. C'est le chômage qui est une aliénation. Le travail est une libération. Et l'objectif de réussir ou d'avoir de l'ambition, c'est un bon objectif. Car Julie, si vous n'avez pas d'ambition pour vous-même, qui l'aura pour vous? Alors, il est vrai que dans la finance, on n'a pas donné tout à fait l'exemple des bonnes valeurs. Bon. Et qu'on a tendance à prêter beaucoup à celui qui n'en a absolument pas besoin. C'est la raison pour laquelle l'État a créé Oseo, qui a quand même prêté à 18 000 créateurs d'entreprises en 2010. Et c'est vrai que l'État doit créer Oseo, alors que nous avons Société Générale, BNP, Crédit Agricole, et j'en passe et des meilleurs. Hein? Voilà. Ça témoigne d'une petite faiblesse à l'allumage de ce côté-là. Surtout, et le médiateur du crédit m'en parlait encore la semaine dernière, que c'est sur des petits dossiers. Parce que pour monter votre salon de coiffure ou votre entreprise sur les soins de beauté, c'est pas vrai que ça se compte en centaines de milliers d'euros. Ça se compte parfois en 10 000, en 20 000, 25 000 euros. Donc, j'ai bien reçu le message et je vais pousser de toutes mes forces en la matière. Alors, peut-être que Xavier et Nadine peuvent dire un mot sur les questions de M. Baradel. Oui, merci, Monsieur le Président. Il faut bien savoir que le texte de Gérard Cherpion, qui a été adopté, je le remercie, ainsi que les parlementaires qui ont voté ce texte, c'est vraiment un texte qu'on a voulu pratico-pratique. Parce que tout le monde est d'accord sur l'aspect positif de l'apprentissage, alors pourquoi ça bloquait? Et on a voulu prendre, avec Nadine Morano, c'était le souhait du Président, du Premier ministre, tous les points de blocage et de les lever. Et on prend notamment dans le texte, par rapport à ce que vous évoquiez tous les deux, les jeunes qui ne trouvent pas d'employeur, on a trouvé une solution, c'est la généralisation des passerelles, pour permettre justement de passer de l'un à l'autre. Pour les jeunes qui ne savent pas quelle voie choisir, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, je vois dans les déplacements, les gens nous disent « mais nous, on aimerait bien découvrir les entreprises et les métiers plus tôt ». C'est justement le DIMA en seconde. Pour ceux qui hésitent à se lancer parce qu'ils disent « c'est long, c'est une voie qui est plus longue », ça, on a le système 1+2 ou 1+1. Et à chaque fois, on a voulu trouver la solution pratique. Notamment, il y a des employeurs qui ne trouvent pas d'apprentis dans les métiers en tension. Je crois beaucoup à cette question des métiers en tension, c'est-à-dire des entreprises qui cherchent et des demandeurs d'emploi qui sont en face et qu'on n'arrive pas à mettre justement en rapport. Là où on a pris ce sujet à bras-le-corps, il y a des résultats. Le texte de Gérard Cherpion permet aussi d'apporter la solution. Et puis enfin, pour les nouveaux contrats de professionnalisation, pour financer justement la prépa-apprentissage, on a mis de l'argent sur la table. Donc on a vraiment voulu
tout identifié. On a même un sujet où un jeune est en apprentissage, il n'a plus d'employeur, il n'a plus d'entreprise. Eh bien, il peut quand même rester dans le CFA. Le temps qu'il en retrouve un, qui ne se retrouve pas avec une sorte de marche arrière qui n'avait aucun sens. Et ce texte, je le dis, on l'a voté, c'est un texte de bon sens, c'est un texte qui est attendu, on est vraiment parti du terrain. Maintenant, il faut qu'on le fasse connaître partout. Le président de la République parlait aussi des aides qui existent. Les aides, ce n'est pas un cadeau, hein, M. Baradel. C'est parce que comme le jeune, il n'est pas tout le temps chez vous, ça compense. Le tuteur qui s'occupe du jeune, il ne s'occupe pas comme avant de son emploi. Donc c'est tout simplement une compensation, mais ça, c'est ce qui permet de ne pas se dire « est-ce que j'y perds pas avec un apprenti ?» Non, on y gagne. Et l'enjeu maintenant, pour Pôle emploi, pour tous les acteurs, préfets, sous-préfets, tous, c'est de la faire connaître, cette loi, pour qu'elle soit utilisée, parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est entre septembre et décembre qu'on a quasiment tous les recrutements sur l'apprentissage. Donc vraiment, on le voit, c'est une voie qui est attendue, et puis quand même, l'avenir des jeunes, c'est dans l'entreprise. C'est comme ça que vous allez construire votre voie, soit parfois chef d'entreprise, soit salarié dans l'entreprise, mais l'avenir des jeunes passe par l'entreprise. Nadine ? Oui, Monsieur le Président, je voudrais compléter les propos de Xavier en disant que ce qui est important, c'est de vous simplifier la vie, à vous, chef d'entreprise. Et dans le texte de Gérard Cherpion aussi, nous prévoyons un portail de l'alternance parce que d'ici à la fin de l'année, vous pourrez remplir en ligne, en direct, vos contrats d'apprentissage. Vous pourrez les calculer et les remplir en ligne. Donc ça, c'est vraiment des mesures de simplification. Autre domaine aussi de simplification, c'est que pour être maître d'apprentissage, il fallait 5 ans d'expérience. Avec Xavier, nous savions que nous avions besoin d'élargir ce vivier de maître d'apprentissage et donc nous avons baissé à 3 ans, à charge pour les branches professionnelles, si elles estiment que le maître d'apprentissage doit avoir une expérience supplémentaire, de le décider. Mais nous, simplification pour permettre aux chefs d'entreprise, évidemment, de pouvoir recruter. Le président de la République a parlé des aides aux entreprises de moins de 250 salariés, qui l'aide de zéro charge apprenti pendant 1 an. C'est vrai que c'est une mesure d'impulsion et nous avons besoin de la mobilisation aussi des branches professionnelles. Et je voudrais vous remercier, M. Baradel, parce que vous êtes dans un secteur qui s'engage fortement pour le développement de l'alternance et de l'apprentissage. Le secteur du paysage va augmenter son nombre d'alternants de près de 7000 à l'année. C'est 10% de plus chaque année. Et donc nous sommes là dans une mobilisation dans chacun des secteurs professionnels pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République, qui est, disons-le, une véritable révolution culturelle que de dire nous avons besoin de jeunes formés par alternance, tout simplement parce que combien sommes-nous de parlementaires, d'élus, à voir venir dans nos permanences des parents ou des jeunes qui nous disent voilà, sur mon CV, on me dit bah voilà, vous avez un bon niveau de formation, hein, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Eh bien, par rapport à cela, on sait très bien que la formation par alternance est vraiment un atout pour permettre aux jeunes de mieux entrer sur le marché de l'emploi. Meilleur atout aussi. Et pour trouver ces entreprises qui recrutent, je le dis, en présence des membres de Pôle emploi qui sont là, c'est que vous disposez sur le site de Pôle emploi d'une carte de France sur laquelle vous pouvez cliquer et vous trouvez dans votre région, dans votre ville, directement répertoriées les entreprises qui embauchent des jeunes, soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage. Il y a sur le site de Pôle emploi près de 30 000 offres qui sont répertoriées. Je le dis parce que c'est important. On est souvent confronté à un manque de connaissances sur le sujet. Et aussi, sur le site du gouvernement, contrat au pluriel -alternance.gouv.fr, où là, tout est répertorié. Il y a 40 000 offres répertoriées pour permettre aux jeunes de trouver. C'est important. Je terminerai par ce que disait Julie, et je crois que c'est essentiel. Je le disais ce matin aussi à Europe 1. Il faut penser à tous ces jeunes qui ont choisi cette filière, je le dis, royale et d'excellence, parce que c'en est une. Et ça démontre à chaque fois que je visite un CFA que des jeunes ont envie d'avoir un métier, ont envie de choisir leur niveau de formation. On peut commencer du CAP, terminer ingénieur, et aussi beaucoup d'entre eux ont envie de créer leur entreprise. Et là, il va falloir qu'on vous épaule. Je crois qu'il faut vraiment qu'on trouve des dispositifs aussi de sollicitation du secteur bancaire pour épauler les jeunes qui ont envie de démarrer. Je crois que c'est essentiel. Un dernier mot, Monsieur le Président, si vous me le permettez, sur un dispositif auquel Xavier Bertrand et moi sommes très attachés, qui est la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi.
Vous avez fixé les objectifs à 10 000, nous les tiendrons d'ici à la fin de l'année. Et c'est le véhicule dont parlait M. Thomas. Vous avez parlé de Rolls-Royce. Eh bien ça, c'est un véhicule qui n'existait pas avant il y a 6 mois, qui a été porté par les partenaires sociaux, que nous avons accompagné et qui est un module qui permet justement à ceux qui recherchent un emploi d'avoir la formation adéquate. Et je tiendrai le 22 septembre prochain les assises de la formation professionnelle parce que nous devons être plus performants, plus réactifs sur le secteur de la formation professionnelle et parce qu'un élu régional est là, je voudrais aussi remercier la région parce que l'État mobilise 1,7 milliard d'euros sur l'apprentissage à travers les contrats d'objectifs et de moyens. Et pour la première fois, les régions s'engagent à nos côtés, disons-le, à financer à parité l'augmentation de l'apprentissage. En région Lorraine, c'est 70 millions d'euros de l'État d'un côté, 70 millions d'euros de la région de l'autre côté, pour une augmentation de 42% du nombre d'apprentis. Nous attendrons 23 000 apprentis en région Lorraine, donc c'est important, et 11 régions ont déjà signé. Preuve, s'il en était, Monsieur le Président, que vous êtes suivi dans cette volonté de développer l'alternance. Merci Nadine. Mesdames et messieurs, j'ai déjà retenu votre attention suffisamment longtemps. Je voudrais remercier les parlementaires, Michel Henrich, François Vincent, Véronique Mathieu, Jackie Pierre, Jean-Jacques Gaultier, j'espère que je n'oublie personne, Gérard Cherpion, et tous ceux qui sont... Pardon ? Jacqueline Panis, tous... Pardon, excusez-moi. Je voudrais que chacun comprenne que la France a tous les moyens de réussir et de s'en sortir. Mais que ces moyens passent par le travail, par la compétitivité, par la formation, par l'innovation, par l'entreprise. Voilà. N'essayons pas de nous exonérer des efforts que font les autres et que quand les autres le font dans le monde, ça porte des résultats. Ça portera des résultats aussi pour nous. Et je le dis dans ce département des Vosges et dans cette région qui a connu tant de crises et qui a dû s'adapter tant de fois, avec succès d'ailleurs. Merci pour votre attention et merci pour votre présence.